sur ce dernier webinaire de la journée, donc Digital Learning Fest. On clôture avec un sujet sur évidemment la formation et notamment le fil conducteur, ce sera la partie comment faire un levier de performance. Alors, en attendant que tout le monde arrive et qu'on puisse se présenter avec Pierre-Louis, ce que je vous propose, c'est de nous dire, on fait régulièrement ça, dans le chat un petit peu d'où vous venez et quels sont vos enjeux de formation sur cette année. Et ça fera venir un petit peu tout le monde. Et puis nous, on va attendre quelques minutes avant de démarrer. Ok, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Donia, bonjour Magali. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot pour connaître les enjeux de formation. Donc aujourd'hui, comme je le disais, le sujet du webinaire, c'est le suivant, l'illusion du volume. Pourquoi 60% de vos formations n'ont aucun impact? L'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas juste de citer ce chiffre-là et ce pourcentage, mais c'est vraiment de comprendre le pourquoi et de vous fournir du mieux qu'on peut des solutions à ce niveau-là. Allez, je vois que tout le monde commence à arriver. On va pouvoir passer aux présentations. Bonjour Camille, bonjour Laure. Bonjour Anne. Ok, super. Super. Parfait. Allez, on va pouvoir se présenter. Pierre-Louis, je te laisse commencer. Sur la présentation. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc Pierre-Louis Cacot, moi je suis directeur marketing et innovation chez Quark. Et donc Quark, on est à la fois une agence digital learning. L'entreprise existe depuis une vingtaine d'années. Donc agence digital learning qui fait du sur-mesure et du sur-étagère. Et de l'autre côté, on est aussi une edtech, vu qu'on développe des solutions technologiques. Donc on allie les deux pour faire des parcours les plus innovants et engageants possibles. Super, merci beaucoup. Et de mon côté, donc, Fabien Guibert, je suis Customer Success Manager chez Take depuis maintenant quelques années, un peu plus de 3 ans. Donc, mon rôle principalement, c'est d'accompagner nos clients sur l'utilisation de la solution. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Take, c'est aujourd'hui des solutions IA au service de la compétence humaine. On a une brique copilote IA qui va venir assister les concepteurs de formation, que ce soit des experts métiers, des learning designers, des formateurs, sur la création de leur formation, en partant de l'ingénierie pédagogique, en passant par la production et en facilitant l'export. Et à côté de ça, on a aussi lancé en début d'année le tuteur IA, donc plutôt à destination des apprenants pour vraiment avoir du tutorat personnalisé pour les apprenants. Ok, parfait. Je vois que dans le chat, ça y est, tout le monde commence à arriver, donc on peut se lancer. Avant de commencer, justement, on a un sondage à vous proposer. Il va s'afficher à l'écran dans un instant. Je vais l'afficher de suite. Hop, le voici. Il devrait s'afficher à l'écran. Donc, sur ce sondage, l'objectif, c'est de savoir sur l'année écoulée, où est-ce que vous allez concentrer vos efforts. Est-ce que c'est plutôt sur la production de plus de contenu, la mesure de l'impact des parcours existants, la suppression, la modification, voilà, venir itérer sur des modules, ou bien le fait de repenser l'expérience apprenante. Donc, je vais attendre une bonne minute pour avoir quelques retours. Je vous donnerai les résultats du sondage. Si ça ne s'affiche pas en direct, je n'ai pas le retour, donc je vous les donnerai en tout cas. J'en profite aussi pour vous dire, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On aura un temps d'échange à la fin pour y répondre avec grand plaisir. Ok, je vois que ça commence à sortir un petit peu de statistiques. Pour l'instant, ce qui est en top 1, c'est produire plus de contenu. Et ensuite, on a donc en effet repenser l'expérience apprenante et la modification, suppression de modules. J'attends encore un petit peu pour vous en dire plus et pour voir si ça change ou pas. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ok, on reste là-dessus après les différentes réponses. Donc voilà, donc ce qui en ressort, c'est vraiment sur l'année écoulée, les efforts ont été concentrés surtout sur le fait de produire plus de contenu. Donc certainement pour augmenter les cadences de production, pour avoir
peut-être aussi plus de contenu à diffuser. Et tout ça, on va pouvoir en parler aussi, hein, c'est le sujet quand même du webinaire, mais alimenté certainement un petit peu par l'IA qui permet de démultiplier, de décupler justement cette partie productive. Comment va se dérouler cette session? On va avoir 4 grandes phases. Une phase plutôt de diagnostic. On va voir un petit peu le paradoxe de l'engagement, les signaux d'alerte qu'on peut ignorer. Ensuite, on va essayer de comprendre tout ça avec, on va dire, en se basant sur les sciences cognitives, les neurosciences. Ensuite, on aura la partie solutions et cas concrets. On pourra aussi vous présenter des expériences de partenaires, de clients. Et on terminera évidemment avec une synthèse, avec une checklist, on va dire, des actions pour mettre en place justement un petit peu tout ce qu'on va voir dans le webinaire. Allez, on va commencer avec le diagnostic. Pierre-Louis, je te laisse la main. Oui, alors on a choisi deux chiffres pour illustrer justement les problématiques actuelles. Le premier, c'est un chiffre, donc 74% des entreprises reconnaissent que leur formation ne suit pas le rythme des besoins en compétences. Donc pour 400 milliards investis, c'est un chiffre de Josh Bersin, et qui est assez récent, qui date de février 2026. Donc ça, c'est vraiment le côté entreprise. Et côté, à contrario, apprenant, c'est un chiffre qui date un petit peu de 2024, d'Elfidat, mais 60% des collaborateurs en grandes organisations estiment que le digital learning fourni par l'entreprise n'est pas pertinent pour leur poste. Donc on retrouve les 60%, ça corrobore la première. Et donc l'enjeu n'est pas forcément de dépenser moins, mais avec plus de pertinence. Et c'est justement ce qu'on va voir juste après. En effet, donc ici, on va retrouver, pour aussi se mettre justement, se lancer dans le webinaire, cette problématique, produire toujours plus finalement, et c'est ce qui est ressorti du sondage, mais dans quel but? Là, ce que l'on voit sur ces courbes, donc, que vous connaissez peut-être, c'est Sweller justement qui l'a démontré dans les années 88, c'est que notre mémoire de travail, elle est limitée. Donc très clairement, on peut concevoir un module de 45 minutes, par exemple, qui va empiler des concepts, des vidéos, des quiz, mais qui finalement ne va pas forcément permettre d'apprendre plus. Il va juste saturer l'apprenant, et on le voit ici, plus le volume de modules produits augmente, mais finalement, le sens perçu par l'apprenant, lui, va être décroissant. Donc ça, c'est un constat. À ce niveau-là, et j'en parlerai aussi un petit peu plus tard, c'est là que l'IA chirurgicale va jouer vraiment un rôle. L'objectif, ça va être vraiment de contextualiser le contenu au profil de l'apprenant pour ne pas le perdre justement dans sa formation et réduire finalement ce qu'on pourrait appeler sa charge extrinsèque sur le module de formation, donc c'est-à-dire comment va être conçu le module et vraiment faire un focus sur l'essentiel. Donc concrètement, plus on va venir industrialiser, plus on va faire ce type de méthode, la production de masse, plus on va alourdir la charge cognitive de l'apprenant. L'IA générative, on en entend beaucoup parler, ça a beaucoup d'aspects positifs, mais derrière, ça a quand même amplifié ce phénomène. Produire n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui, on le voit tous, c'est très rapide de produire à la chaîne plusieurs contenus. L'objectif va être quand même de réussir à utiliser l'IA à bon escient pour vraiment venir cibler et que l'IA devienne plutôt un accompagnateur pour les formateurs plus qu'une solution de substitution. Sur les indicateurs, justement, on a repris les 3 indicateurs les plus courants qu'on voit chez nos clients. On a des indicateurs qui peuvent être rassurants et qui sont souvent les mêmes, mais totalement incomplets. De manière très classique, le premier qu'on retrouve un peu partout, c'est le taux de complétion. Donc, j'ai 90% de taux de complétion. C'est génial, mais c'est une donnée qui est totalement imparfaite, bien sûr. Ça reviendrait pour un commercial à comptabiliser le pourcentage de rendez-vous auquel il allait comme objectif. Donc, c'est un premier élément, mais qui ne va pas pouvoir réellement nous aider sur jauger la pertinence du contenu, le transfert en poste, enfin, toutes les choses dont on va parler aussi juste après. À côté de ça, on a le NPS, qui est aussi très classique dans les différentes formations. Est-ce que vous avez apprécié votre formation? Est-ce que vous avez appris des choses? Qui est très sympathique, mais qui est une vue uniquement d'humeur, de ressenti à chaud de la part de l'apprenant, et qui nous dit rien, encore une fois, du transfert du poste, enfin du transfert au poste, quelques semaines ou quelques mois plus tard.
Et on a un troisième signal qui commence de plus en plus à être activé, et tant mieux, qui est le retour des managers. Donc, est-ce qu'il y a eu un réel changement en poste? Est-ce qu'il y a eu une application de ce qui a été appris en poste? Hem et on a des balbutiements, notamment avec, des petits chatbots en micro-évaluation sur Teams, sur Slack, et donc tant mieux. Mais il va falloir continuer. Si on regarde un petit peu le modèle de Kirkpatrick là-dessus, on a du coup le niveau 1, qui est la satisfaction, donc l'équivalent de NPS. Le niveau 2 qui est, l'évaluation de l'apprentissage. Donc là, on va vraiment plus être sur, de l'évaluation classique. Le niveau 3, c'est le transfert au poste. Donc là, on commence à y être, comme le retour des managers. Et niveau 4, c'est l'impact business et c'est le but, hein. C'est réellement de pouvoir prouver le ROI derrière pour chaque parcours de formation. Et généralement, on voit que la plupart des KPI pour évaluer, le succès de la formation sont de niveau 1 ou de niveau 2. Et donc le but, c'est de tendre vers 3 et 4. Il y a bien sûr la méthode du success case, de Brinkerhoff qui peut être utile, donc c'est-à-dire de prendre les parcours qui ont, spécifiquement très, très bien marché ou à l'inverse très, très mal marché et les découper, de manière chirurgicale pour comprendre quels ont pu être les éléments, qui ont, causé ce succès ou cet échec et après les reproduire. Et là-dessus, j'irais même plus loin, maintenant étant donné que le contenu, devient de plus en plus facile à produire, on peut appliquer de plus en plus, nous, ce qu'on fait en marketing depuis longtemps, donc de l'A/B testing sur ce genre de formation. C'est-à-dire que si j'ai un panel de, 1 000 apprenants, qui doivent suivre un parcours de formation, je vais d'abord prendre les 500 premiers et sur ces 500 premiers, je vais proposer à 250 un parcours, en e-learning traditionnel et aux 250 suivants, un parcours cette fois-ci en réalité virtuelle. Derrière, selon ce que j'avais défini comme facteur de succès, je vais déployer aux 500 suivants, la méthode qui aura eu le plus de succès. Donc il y a plein de techniques comme ça qui, vont pouvoir alimenter au fur et à mesure, la mesure pertinente, via des indicateurs, pertinents du learning. Et on tend de plus en plus, mais c'est encore un peu timide, à aller sur du niveau 3 ou 4 pour tout parcours de formation et pour qu'on puisse aussi prouver le ROI, derrière au board. Parfait, merci, merci Pierre-Louis pour toutes ces informations. En effet, donc maintenant, on va justement essayer de comprendre un petit peu les causes, le diagnostic étant posé. Donc, les premiers éléments, donc les racines du problème. Donc là, Pierre-Louis, même chose, je vais te laisser justement nous en dire un peu plus. Avec plaisir. On en parlait justement, juste avant sur l'objectif, mais on a souvent un désalignement entre la performance attendue et le contenu. C'est-à-dire qu'on va partir en disant: «OK, il nous faut un module, là-dessus, un module de RSE». Hem Et on n'a pas forcément derrière un indicateur business précis qui permet de mesurer. Si juste je dois faire une formation RSE et la déployer, très bien, mais du coup, je ne saurais jamais quel a été réellement son impact. Sur un exemple, d'un d'une formation RSE, si on reste là-dessus, on peut tout à fait se dire: «Bah, si je veux que mes fournisseurs», c'est un exemple qu'on verra juste après, mais que mes directeurs, pardon, se fournissent uniquement dans, des fournisseurs éthiques et ainsi de suite, et bah, dans ce cas-là, je vais prendre ça comme KPI et je pourrais regarder au niveau des commandes si tel est le cas. Mais il faut partir de l'objectif terrain attendu et non pas simplement, du besoin global de faire une formation RSE. Deuxième problématique, deuxième racine, c'est la surscénarisation. On arrive maintenant à faire des choses, magnifiques en 2 temps, 3 mouvements, mais qui sont tentant juste trop longs, 15 vidéos d'affilée en e-learning ou, à contrario, plein de petites choses qui deviennent indigestes, étant donné qu'on va avoir, du micro-learning, puis derrière, de la réalité virtuelle, puis de la vidéo, puis une superposition, d'éléments qui font qu'on s'éloigne de la problématique métier qu'on devait, couvrir à la base et qui détourne in fine l'apprenant, de l'objectif premier. J'en parlais justement juste avant, mais la troisième racine, c'est l'empilement des modalités. En 2026, la plupart des entreprises sont plus sur des questions de: «Ah, est-ce que le micro-learning peut être intéressant? Est-ce que la réalité virtuelle, pardon, peut être intéressante?» Ou telle modalité pédagogique, technologique.
mais on est plutôt sur comment est-ce qu'on l'orchestre pour que ça soit, non pas un gadget, mais un réel moteur de la performance d'apprentissage. Parfait, merci. Et ici, on va faire le lien justement avec la partie neurosciences. Donc là, vous le voyez encore une fois sur la courbe qui est sur la brique à gauche de la slide. Donc, c'est la courbe de l'oubli que vous connaissez certainement. Très clairement, sans réactivation, on se rend compte qu'on perd 70% de ce qu'on a appris en 24 heures. Et à ce jour, en tout cas, il y a peu de technologies qui ont changé ça. Donc ça, c'est un des premiers points sur lesquels aussi il va falloir réussir à créer des parcours, des formations qui sont dynamiques, engageantes, pour pouvoir activer les bons facteurs pour que l'apprenant se sente vraiment engagé dans la formation. Donc, il y a 3 grands principes à ce niveau-là. Donc, le premier, on l'a défini comme ça, l'attention est une ressource rare. Donc, c'est ce que je disais, c'est le lien exactement à ce que je disais précédemment avec quand j'ai cité donc Sweller. Donc, la mémoire de travail, elle peut vite saturer. Donc, un module long ou à contrario, comme tu le disais Pierre-Louis, une empilation de plein de petites choses, mais finalement, ça ne permet pas d'apprendre plus. On va perdre l'apprenant en cours de route, il va complètement décrocher. C'est un petit peu le paradoxe du volume. Deuxième élément, c'est l'émotion qui ancre le souvenir. Donc ça, pareil, c'est des concepts aussi qui sont abordés dans les neurosciences. Tout ce qui va être cas vécu, mise en situation, ça peut être des cas métiers qui sont vraiment reconnaissables pour l'apprenant. Tout ça, ça va déclencher des réactions émotionnelles. Et tout ce qui touche reste. Donc en effet, ça va bien plus impliquer l'apprenant dans déjà la mémorisation et dans aussi le geste métier finalement. Donc c'est exactement ce qu'un module générique ne va pas faire. Et c'est là où l'IA chirurgicale va aussi être en capacité d'épauler les learning designers notamment. Dernier point à ce niveau-là, c'est l'action qu'on solide, donc l'écoute s'oublie. Donc en effet, tout ce qui va être quiz adaptatif, tout ce qui va être répétition, tout ce qui va être un petit peu appel à l'action finalement, être proactif dans la formation, être finalement acteur dans la formation, mais c'est ce qui va faire qu'on va se sentir engagé et qu'on ne va pas décrocher. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands principes qu'il faut retenir, qui permettent ensuite d'améliorer et de venir jouer sur différents éléments lors de la création de nos formations. Voyons maintenant les solutions et les cas concrets. Première chose, et ici, Pierre-Louis, je te laisserai me compléter. Comme on dit souvent, l'IA n'est ni le problème ni la solution, c'est vraiment l'usage qu'on va en faire qui va apporter quelque chose. L'IA industrielle d'un côté, c'est vraiment produire plus et plus vite. C'est peut-être ce que vous avez déjà un petit peu toutes et tous déjà testé pour le coup. Et à ce niveau-là, on va pouvoir, c'est vrai, produire un catalogue assez dense. On peut générer en effet une 50aine de modules, là où avant on en générait 10 peut-être. Mais ça va être des contenus, le plus souvent en tout cas, qui vont être assez désincarnés. Il n'y a pas de vécu, il n'y a pas d'émotion dedans, si je fais le lien avec la slide précédente. Et c'est donc là qu'on va finalement amplifier la surcharge pour l'apprenant. Comme disait Pierre-Louis, on peut avoir une complétion du module qui est bonne, mais finalement, il n'y a pas d'engagement derrière. Et en fait, sur la brique métier, on se rend vite compte que c'est juste une formation qui a été suivie, mais il n'y a pas eu de transfert de l'apprentissage. Donc, l'IA, de notre côté, en tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'elle ne va pas faire le travail à la place du concepteur. Très clairement. C'est pour ça que là va intervenir l'IA chirurgicale. Trouver le bon moment, le bon endroit où elle va avoir de la pertinence. Première chose, personnalisation à l'apprenant. Au sein d'EdTech, justement, via la solution, le copilote, il va permettre de définir des niveaux, des profils types d'apprenants. On peut aussi jouer sur des rythmes à suivre, on peut jouer sur la modalité, est-ce qu'on présente plutôt des études de cas, des mises en situation. Et tout ça, ça va être drivé par la partie ingénierie pédagogique et donc la compétence visée, par exemple, les objectifs pédagogiques à atteindre. On a tous ces systèmes de tutorat, de compagnons, finalement, qui vont être proactifs, qui vont questionner l'apprenant, ou du moins, l'apprenant va au moins pouvoir poser son contexte opérationnel lié à son métier, très clairement, pour avoir des retours personnalisés. Ça, c'est un des points aussi qui est essentiel. Et voilà, ça va vraiment faire la différence. Donc, l'IA est vraiment un copilote, on va dire. On joue côte à côte avec l'IA pour vraiment venir avoir une formation qui répond à tous ces critères. Oui, je suis d'accord avec toi et je complète en disant que pour nous, l'IA n'est pas du tout le point central du dispositif.
elle vient en plus en accélérant le bon, mais aussi le mauvais. Donc c'est un multiplicateur. Et étonnamment, chez Quark, les parcours, on intègre des solutions IA, que ce soit de l'avatar, de la création d'environnement ou autre, qui réussissent le mieux, ce sont les projets où les clients à la base ne voulaient pas du tout de cette techno et qui venaient avec un besoin métier très précis, avec un parcours de formation bien défini à produire et où en y réfléchissant, c'était pertinent d'ajouter ça à cet endroit. Et à contrario, les entreprises qui arrivent en disant bah, on veut absolument avoir telle techno et avoir telle chose, eh ben, en fait, on est dans l'IA gadget, donc où généralement on a moins de succès in fine. Ouais, je suis totalement aligné avec ce que tu es en train d'expliquer. On a le même ressenti de notre côté avec les clients et partenaires avec lesquels on travaille. Donc voilà, ça va vraiment être l'usage de l'IA, ce qu'on en fait, qui va être déterminant. On a, bah oui, justement, on a un petit framework chez Quark qui s'appelle la méthode Impact pour vérifier dès qu'un parcours de formation est produit, qu'il englobe tous les besoins de l'apprenant. Et donc sur un parcours, on va forcément retrouver, normalement, si tout va bien, chaque lettre. La première lettre, donc c'est le I pour initier ou découvrir. Et on va retrouver des formats bien précis qu'on peut mettre en face et qui sont pertinents en début de parcours. Donc de la vidéo courte, du podcast, de l'infographie, de la prise de parole de VP, tout est possible. Une fois qu'on a initié, on va mobiliser et essayer d'engager l'apprenant, donc avec de l'e-learning interactif, de la classe virtuelle, mais quelque chose d'un petit peu plus solide pour continuer d'attiser sa curiosité et surtout apprendre toutes les bases du parcours. Derrière, on a le P qui va être la pratique, bien sûr, donc l'expérimentation, que ce soit en simulation, en serious game, en quiz, en réalité virtuelle, en réalité mixte, même pour certains. Maintenant, on a des solutions assez folles pour pouvoir couvrir cette lettre-là. Après, approfondir en situation. Ça, c'est le plus classique avec du présentiel, du coaching, des ateliers ou même de la fest directement, qu'on pourra ensuite consolider avec du micro-learning, des flashcards, et donc in fine tous les formats ou technos qui nous permettent d'avoir une répétition espacée. Et pour, à la fin, pouvoir tester et transférer avec du test classique, de la mise en situation filmée, du feedback managérial dont on parlait tout à l'heure, et donc qui vont nous permettre la récolte de KPIs qui nous intéressent pour la mesure, dont on parlait aussi tout à l'heure. Mais le but, c'est qu'un parcours, in fine, puisse couvrir chaque partie de la vie de l'apprenant de sa découverte à la fin de son parcours. Et donc, on a cette petite justement citation de Cathy Moore qui était Stop covering content, start designing for performance. Et donc, on part bien sûr de l'objectif business pour après en faire un parcours de formation. Parfait. S'il y a d'autres, je regarde en parallèle les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on y répondra un petit peu après. Parfait, merci Pierre-Louis, très clair sur cette partie-là. Et maintenant, on va passer un petit peu au cas d'usage, justement, pour vous donner un petit peu plus de matière aussi et comment transférer tout ça finalement de votre côté. Certains l'ont fait, en tout cas, parmi les partenaires clients qu'on peut avoir. De mon côté, on a notamment un partenaire dans le secteur de l'automobile qui avait pour enjeu de vraiment venir digitaliser de la formation sur différents pays, avec notamment un socle plutôt commun finalement de documents existants. Donc une base commune à destination, on va dire, de vendeurs sur certaines spécificités, certaines verticales, et réparties dans différents pays. Donc l'objectif, c'était justement de mettre EdTech au service de leurs besoins et notamment de démontrer cette fameuse IA chirurgicale en action qui arrive au bon moment, au bon endroit. Donc, sur la partie gauche de la slide, on le voit, il y avait à peu près 10 pays à couvrir avec une première base de connaissances. Première grosse métrique, c'est évidemment le gain de temps. Oui, l'IA fait gagner du temps, c'est un fait quand on arrive justement à l'utiliser de la bonne manière. Donc, eux, ils avaient généralement sur ce type de module à peu près 10 jours de conception à faire. Et là, c'est vrai qu'en quelques heures, ils ont obtenu quelque chose déjà de plutôt bien formé, bien formaté. Donc, le défi, c'était vraiment de former ces vendeurs dans à peu près les 10 pays
pour donc un grand constructeur auto, c'était pas de faire une formation générique, mais par contre de partir de documents plutôt génériques existants. Ce qu'on a pu faire, donc, on a pu déposer le contenu interne sur EdTake. Grâce à EdTake, on a pu définir des profils types d'apprenants, donc des personas d'apprentissage, avec des niveaux, et en face de ces niveaux, des compétences clés à atteindre. Donc, c'est ça qui a permis justement de créer un module de formation qu'on a pu adresser à un ensemble de personas, parce qu'on a pu, il y a deux variables, on va dire, soit on adresse un module de formation à différents personas, donc c'est une même formation qui s'adresse à différents personas. Dans ce cas-là, évidemment, il va y avoir des éléments qui vont couvrir l'intégralité des profils type apprenants. Donc on est quand même sur une formation qui a un socle qui reste commun. Mais ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on est venu dupliquer en fait ces formations pour notamment cibler spécifiquement sur les personas avec leurs problématiques, leurs verticales. Et ensuite, on a pu traduire ça en différentes langues pour que l'ensemble des vendeurs, dans ce cas-là, avec leurs différents niveaux et leurs langues d'apprentissage, puissent directement avoir une formation adaptée. Donc, c'est là où l'IA chirurgicale est venue entrer en action, notamment sur la partie ingénierie, définition des personas, des compétences, et ensuite production des objectifs et du contenu de formation. Ça, c'est un des éléments voilà, qui est un cas en tout cas d'usage qui est assez parlant. Et à côté de ça, l'intérêt aussi, c'est le tuteur IA. Donc, le tuteur IA, aujourd'hui, c'est lui qui va permettre de répondre aux questions des apprenants en contexte. Donc là, typiquement, on pourrait dire que le manager qui est en Espagne va avoir des questions à poser à son formateur. Le formateur peut ne pas être disponible et le tuteur va être en capacité de répondre de manière précise et chirurgicale à la question de l'apprenant manager en Espagne, avec une réponse pourquoi pas en espagnol, c'est totalement possible, donc totalement adapté et personnalisé à la fois à la formation qu'il doit suivre, à son niveau d'apprentissage et où est-ce qu'il en est aussi dans la formation. L'expert métier, par exemple, qui est plutôt aux Pays-Bas, peut avoir d'autres problématiques et même chose, on va venir adapter tout ça. Donc, on est vraiment sur de la personnalisation et tout ça, c'est alimenté à l'aide de l'IA. L'intérêt, là où on disait qu'on était plutôt sur des IA, on va dire, de confrontation et pas de substitution, donc là où l'IA elle va plutôt venir apporter du questionnement et être proactive, c'est que derrière tout ça, derrière le tuteur, pour les formateurs, vous allez avoir en fait des statistiques d'apprentissage. On va pouvoir très bien dire, par exemple, il y a 80% des apprenants sur cette séquence spécifique qui avaient telle modalité, qui ont eu des questions de l'ordre de l'approfondissement, par exemple. Et ça va permettre après de créer des boucles d'amélioration. En ayant cette information-là, vous allez pouvoir améliorer le module, créer une boucle d'amélioration et finalement revenir sur votre conception pour qu'elle soit encore plus adaptée. Autre cas justement très récent pour nous, on a Lagardère Travel Retail qui est venu nous voir pour créer une formation pour un parcours RSE, justement j'en parlais tout à l'heure, qui avait pour but de sensibiliser les directeurs de points de vente à avoir constamment un sourcing le plus éthique. Et pour ce faire, ils voulaient un parcours de formation assez classique initialement, avec du Geniali, avec de la vidéo, avec tout ce qu'on peut trouver traditionnellement dans un parcours e-learning. Et justement, c'était un projet qui ne se voulait pas avec des parties IA initialement. Et on leur a proposé, parce qu'en discutant avec eux, on a vu que sur certaines, enfin en tout cas sur la thématique RSE, les taux de churn étaient un peu hauts. Et donc, on a proposé de cloner, on va dire, de créer un clone d'une personne de Lagardère Travel Retail pour pouvoir la dupliquer dans l'information et qu'elle incarne le message et qu'elle donne du sens à cette vision RSE. Pour que ce ne soit pas simplement une formation RSE obligatoire, mais à contrario, une réelle démarche du siège qui a besoin d'être explicitée par un des VP. Et donc, on a cloné Lilian Vigneault, qui est le directeur commercial monde de Lagardère Travel Retail, pour qu'il introduise les modules de formation. Et donc, pour qu'ils les introduisent en donnant du sens, bien sûr, mais au-delà de ça, pour qu'ils l'introduisent en local, donc à chaque fois dans la langue du pays concerné.
Et donc, c'est une formation qui a été dispensée dans 15 pays différents. Et donc, je vous donne les résultats avant de voir un petit extrait, mais on a une diminution de 80% du taux d'abandon. Ils sont passés de 20% à 4%. Et le taux de complétion, donc là, ça fait 3 mois que la formation est sortie, mais le taux de complétion est à 49% après 3 mois. Bien sûr, on aura les statistiques consolidées. Mais juste en incarnant le message dans la langue natale, on a pu avoir ce changement. Donc c'est vraiment l'IA chirurgicale, pas besoin de tout faire avec de l'IA, mais précisément au bon moment et parce que des ingénieurs pédagogiques ont jaugé que c'était intéressant pour ce cas précis, ça peut effectivement faire changer drastiquement l'engagement des apprenants. Et donc, on va voir ça en vidéo. Je peux lancer la vidéo. Aujourd'hui, le marché du travel retail évolue plus vite que jamais. Nos clients recherchent des produits de qualité, une expérience d'achat unique et surtout une offre responsable et adaptée à leurs attentes. Comment mieux répondre à ces exigences؟ التدريب الحصري لهذا السبب قمنا بتصميم هذا لتكتشفوا ترافل ريتيل برنامج العروض المسؤولة من لاجاردير フォアを通じて当社のコミットメントと戦略の全体概要を理解できるこのコースを通じて購買領域に関する自身の専門知識をさらに深めることができます。E migliorare continuamente la nostra offerta commerciale. Siete pronti a salire a bordo con noi? Donc bien sûr, Lilian Vigneault ne parle pas toutes ces langues, ou en tout cas pas aussi bien. Mais voilà, c'est l'exemple qui était le plus probant pour nous, de rajouter là où c'est intéressant de l'IA pour engager au maximum, sans pour autant que ça devienne pesant, pardon, et une charge cognitive trop importante pour les apprenants. Parfait, merci beaucoup. C'est très sympa d'avoir ça là, en visuel. On va enchaîner avec la synthèse. Donc justement, comme on disait en introduction, les bonnes pratiques, les 5 critères qui font vraiment la différence. On va dire c'est un petit peu la fiche pratique récap en fin de ce webinaire. Donc, première chose, ce qu'on peut dire, c'est évidemment qu'il faut être aligné sur un besoin métier réel pour la création d'une formation. Le module doit vraiment venir identifier un pain point, une douleur côté manager, côté apprenant. Pour faire le parallèle, sur EdTech, quand on commence à créer un module de formation, on demande toujours quel est le problème opérationnel et l'objectif opérationnel. C'est une étape qui est facultative, mais qui a du sens justement et qui est complètement corrélée à ce premier point. C'est ce qui va permettre de guider aussi la suite de la création de la formation. Deuxième chose, c'est la partie modalité. Donc, conçu en modalité, en effet, la modalité suit la compétence à acquérir. Comme on peut le voir, ça peut être à la fois de la vidéo, ça peut être de la mise en situation, du présentiel. On peut agrémenter un petit peu tout ça avec des interactivités, des quiz, etc. Mais comme on le disait aussi, il faut que ce soit fait de la bonne manière. Une IA intelligente, donc jamais de substitution. Donc, comme on disait, il y a plutôt de confrontation et pas de substitution qui permet vraiment de faire évoluer les choses, d'accompagner les équipes, d'accompagner les apprenants et d'être aussi conforme aux gestes métiers. C'est ça qui va être important. Ancré dans le travail réel, donc là on fait le lien avec aussi les neurosciences, sur des cas vécus, en effet, ce qui est là où on va avoir, on va dire, une partie plutôt émotionnelle, on va s'y reconnaître, on va s'identifier, on va vouloir justement en tant qu'apprenant aller au bout de cette formation. Et ça permet d'engager et d'éviter le décrochage et d'avoir un taux de complétion qui est bon, mais aussi qui est réel et vraiment terrain finalement. Et enfin, la mesure, donc mesurer le transfert. Là, c'est vraiment voir justement ce qui a changé sur le poste. Donc, pas uniquement le taux de complétion, comme l'expliquait très bien Pierre-Louis, mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mettre le manager dans la boucle justement pour avoir ces statistiques aussi d'évolution, encore une fois, métier. Pierre-Louis, si tu veux compléter sur ces critères. Non, mais plus quoi encore sur la mesure. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises qui arrivent à définir en amont quel sera l'élément évalué pour voir si oui ou non ça a été efficace, qui peut être, comme je disais, le taux de commande de produits éthiques, mais en tout cas qui soit précis, mesurable, enfin, donc smart. Ça change tout, d'une part pour le département learning et même derrière pour libérer du budget pour réitérer des éléments similaires, des projets similaires. Donc en tout cas, l'IA sur
Sur le volume, oui, c'est possible, mais c'est assez aseptisé et pas très engageant et ça sature bien sûr tous les apprenants. Et l'IA, à contrario, pour engager, concerner, faire rêver, avec grand plaisir. Parfait, super. Bon, merci beaucoup en tout cas pour votre attention sur ce webinaire. On va passer aux questions, s'il y en a, je vois qu'il y en a pas mal. Je vais regarder un petit peu les différentes questions et on va les afficher en fait. Elles devraient s'afficher à l'écran pour qu'on puisse y répondre petit à petit. Alors, je vais les lire à chaque fois et voilà, Pierre-Louis ou moi-même, on viendra y répondre en fonction des différents éléments qu'on va pouvoir vous fournir. Donc, notre dimension de mémoire de travail diminue-t-elle? Pierre-Louis, est-ce que tu veux répondre à cette question? C'est le petit cadeau. Globalement, en tout cas, je dirais plutôt non. Ce qui change, c'est pas la capacité des mémoires, mais en tout cas, c'est la sollicitation. Et donc, on a un épuisement qui est plutôt cognitif, mais derrière, la capacité de mémoire de travail reste ISO là-dessus. Parfait, merci. J'ajouterais qu'en effet, on est en effet beaucoup plus sollicité, notamment par des environnements numériques qui viennent vraiment saturer, on va dire, un petit peu la mémoire. Donc, ce n'est pas la mémoire de travail qui rétrécit, mais c'est plutôt l'environnement, en fait, qui va aussi avoir un impact. Et on va très vite être dépendant à plusieurs stimuli qui vont venir un petit peu fragmenter, en fait, notre attention. Et ça va rendre les tâches un petit peu plus difficiles. Ok, on va afficher d'autres questions. Sur le cas Lagardère, est-ce une voie IA? Alors, très bonne question. En fait, concrètement, un avatar, si vous voulez en faire, il y a pléthore de solutions qui existent sur le marché, hein, Agent, Synthesia et ainsi de suite. Nous, on a notre propre outil en interne, mais le plus important, quel que soit l'outil, c'est surtout la qualité de la captation de départ. Et donc, Lilian Vigneault est venu dans nos studios à Paris, dans le 12e, est venu dans nos studios pour enregistrer simplement sa voix et son image, donc ses façons de parler, sa gestuelle et ainsi de suite. Et à partir de là, on a du coup généré les différentes versions dans les différentes langues. Donc ça reste son timbre de voix, si c'est la question. Dans toutes les langues, on retrouve le même timbre de voix, la même intonation, les mêmes mimiques. Et après, bien sûr, c'est l'IA qui traduit et fait une synchronisation labiale pour chaque langue. Ok, je vois qu'il y a peut-être d'autres questions. Je regarde s'il y a d'autres questions en parallèle. S'il y en a d'autres, en tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Parfait. Je reprends les éléments, hein, comme on était concentré sur les slides. Ça m'a l'air bon. En tout cas, si jamais il y a d'autres questions qui arrivent un petit peu plus tard à la suite du webinaire, n'hésitez pas à nous les poser, à entrer en contact avec nous s'il y a la moindre question sur ce qu'on a présenté. Vous aurez le lien de replay également. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir aujourd'hui sur toute la journée du Digital Learning Fest. Donc, merci encore pour tout ça. Merci Pierre-Louis. Voilà, c'était très sympa de co-animer le webinaire avec toi. Merci pour l'invitation. Merci. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.